Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Centre culturel Anna et Simon Drahi, bienvenue à l'Axil. Ce soir, nous recevons Monsieur Pierre Razou, qui est historien, qui est directeur académique, donc comme il vous l'a expliqué, de l'Institut, de l'Institut Fondation d'études méditerranéennes stratégiques, mais ou de Fondation d'études méditerranéennes stratégiques. C'est ça, hein, Pierre? C'est ça. Et en fait, Pierre, vous êtes un expert, et c'est la raison pour laquelle nous recevons Pierre. C'est un expert du Moyen-Orient, c'est un expert des conflits au Proche-Orient, et c'est un expert de Tsahal. D'où, évidemment, le grand intérêt que nous avons à entendre ce qu'il a à nous dire. Pierre est un expert, mais ce n'est pas un expert en géopolitique classique. C'est un expert en géopolitique axé militaire et stratégique, d'où également l'importance des positions qu'il pourra nous exprimer et évidemment de l'avis qu'il aura sur l'ensemble des conflits et sur l'ensemble des fronts auxquels Israël est actuellement confronté. Donc Pierre, en tant qu'expert, vous allez nous expliquer un petit peu la géopolitique du Moyen-Orient et comment Israël se situe désormais depuis le lancement de cette guerre et la manière dont les choses évoluent, notamment avec l'Iran. Il vous aura pas échappé que l'actualité est brûlante sur ce terrain-là. Donc vous aurez la possibilité évidemment de poser des questions à Pierre et cette conférence tombe à point nommé. Moi, je retiens quelques aspects de votre œuvre, entre guillemets, jusqu'ici. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Tsahal. Donc, vous êtes expert de Tsahal. Et ce livre m'a beaucoup intéressé à titre personnel depuis 2006, puisque c'est un livre qui porte non seulement sur la politique, sur Tsahal en tant qu'armée, mais également sur la position de l'armée au sein de la société israélienne. Vous avez écrit également un livre remarquable sur la guerre Iran-Irak, et vous avez évidemment contribué à de nombreux articles, notamment le dernier où vous donniez, il y a quelques jours, où vous donniez votre avis sur l'attaque israélienne en Iran, en expliquant que l'Iran était désormais dénudé. Alors, en termes d'éléments de langage, moi je retiens quelques éléments de langage de l'ensemble de vos ouvrages. Je retiens notamment par rapport à Tsahal, que j'ai lu attentivement, vous citez Alain Dikoff, qui est politologue, historien également, et qui avait la particularité d'indiquer que contrairement aux États, je dirais, classiques, aux pays classiques, ce n'est pas l'État d'Israël qui a une armée, mais c'est l'armée qui a un État. Ça, j'aimerais bien que vous puissiez rebondir là-dessus. Deuxième chose, vous utilisez des termes qui nous touchent, enfin qui nous parlent, notamment quand vous indiquez que le narratif des peuples est différent des intérêts des dirigeants. Et je pense qu'on est totalement dans l'histoire israélo-iranienne potentielle, où les peuples ont très envie de se rapprocher et où les dirigeants s'affrontent. Je parle surtout de l'Iran, là, évidemment. Troisième chose, et je vais terminer là-dessus, je reviens sur la conclusion de votre livre, Tsahal en 2006. Vous avez repris une édition en 2008 de mémoire. Vous indiquez que depuis le départ d'Ariel Sharon, Tsahal, en tant qu'armée, prenait quelque part sa position en tant que quasi-police et qui devait gérer des sujets, je dirais, plutôt civils. Sauf, et c'est votre bémol, si la menace iranienne est avérée. On parle de 2006. Hein. Donc ça, là-dessus, vous pourrez évidemment rebondir. Je suis très heureux de vous recevoir pour toutes ces raisons. Je vous souhaite une bonne conférence. On aura évidemment des questions-réponses. Vous aurez tout le loisir de poser toutes les questions que vous souhaitez et de pouvoir acheter la classe dans un deuxième temps. Merci beaucoup, Harry. Vous m'entendez avec le micro? Alors juste pour merci vraiment pour votre hospitalité et pour cette invitation. Avant de rebondir donc justement sur Tsahal et ce qui
ce qui se passe en ce moment. Juste vous dire que ce que je vais vous dire ce soir n'est pas vérité dévolue, c'est juste ma compréhension et mon expertise de 35 ans, presque 40 ans, enfin au moins 35 ans de terrain. Je veux dire que j'ai passé les 35 dernières années avec des bémols en allant à droite à gauche et notamment en travaillant aussi pour l'OTAN, mais aussi pour d'autres États parce que j'étais en échange avec, par exemple, disons le ministère britannique de la Défense, et donc j'ai pu voir de l'intérieur le système britannique fonctionner. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, ce que je vous dis, c'est pas de la théorie, c'est pas des connaissances livresques, c'est des connaissances de terrain. C'est-à-dire que en 35 ans, j'ai véritablement parcouru quasiment tous les pays du Moyen-Orient, sauf le Yémen et la Libye. Donc, ça veut dire que j'ai été plein de fois en Iran, un nombre incalculable de fois en Israël, dans les territoires palestiniens, au Liban, en Jordanie, en Turquie, en Égypte, dans les monarchies du Golfe, dans les pays d'Afrique du Nord. Donc voilà, donc c'est du vécu. Comme tout ce qui est vécu, ben ça a ses limites. Mais si vous voulez, on en discutera pendant les questions-réponses. Donc avant c'est l'occasion de parler de ça, c'est de vous montrer déjà la première carte. C'est ce qui se passe actuellement sur le terrain et sur les fronts. Je vais me lever pour vous le montrer. Mais pour rebondir sur mon bouquin de salle et ce qui se passe en ce moment. Le bouquin, au passage, la dernière édition c'est 2008, mais en fait j'étais moi-même surpris. Je pense qu'il n'a pas pris une ride. Et alors bien, même si évidemment il manque quand même une grosse section de 2008 à aujourd'hui, puisqu'il y a plein de choses qui se sont passées. Fondamentalement, je pense que ma vision, enfin je maintiens ma vision, et ma vision c'est celle de l'histoire du bouquin, c'est l'histoire d'un fil rouge. Et ce fil rouge, c'est les relations permanentes entre l'armée et le politique en Israël. Et pourquoi je rebondis par rapport à votre question, Harry? Parce qu'en fait, je pense qu'on arrive en ce moment à un tournant dans la vie politique israélienne. Ce qui veut dire que quand vous regardez depuis 1947-48 jusqu'à aujourd'hui, vous avez des phases où ce sont les militaires qui exercent le pouvoir, les militaires entre guillemets une fois à la retraite bien sûr, mais ce sont des militaires qui exercent le pouvoir, puis ce sont des civils, puis des militaires, puis des civils. Et en général, quand il y a une rupture, c'est-à-dire quand les civils passent la main aux militaires ou les militaires aux civils, c'est parce qu'en général, il y a eu des petits soucis en Israël ou dans son voisinage ou bien dans ce qui s'est passé. Donc je ne vais pas vous refaire l'histoire parce que c'est pas le but de la conférence ce soir, mais aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, depuis vous citiez le décès en tout cas d'Ariel Sharon, on va dire que depuis le décès d'Ariel, pas le décès puisqu'il est mort après, mais disons depuis l'attaque et le retrait de la vie politique d'Ariel Sharon, où là il y a eu une séquence où c'était les militaires qui entre guillemets régnaient, Rabin, Ehud Barak, Sharon. Ça a été les civils qui ont géré le pays pendant une vingtaine d'années. C'est d'ailleurs l'anniversaire de l'assassinat de Yitzhak Rabin aujourd'hui. Ah, très juste. Très juste. Et donc là, on termine un cycle. Et pourquoi le Conseil de guerre, ou en tout cas le Conseil de sécurité israélien, est aussi divisé sur justement la conduite des opérations? Parce que vous avez des visions radicalement différentes qui s'affrontent. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les politiques, et c'est même pas une question de politique de gauche, de droite, d'extrême gauche et d'extrême droite, mais où disons les civils politiques sont arrivés à la fin du parcours et finalement, évidemment, ça n'est qu'une vision personnelle, hein, mais sont arrivés au bout d'un parcours finalement et ont montré à la population le fait que voilà, en fait, ils n'arrivaient plus à gérer, et où les militaires, toutes tendances confondues, se disent que c'est peut-être le moment de reprendre la main. Bien évidemment, quand vous êtes un premier ministre civil, animal politique qui dominait la vie politique israélienne depuis plus de 20 ans, ça ne vous fait pas plaisir. Vous ne voulez pas vous faire débarquer par les militaires.
Donc, ce que je veux dire, c'est que en plus de tout ce qui se passe sur les différents fronts, en plus de tout ce qui se passe dans la société israélienne, qui, ma compréhension, c'est le 7 octobre, a vu finalement le contrat social brisé. Le contrat social, c'est ce que j'expliquais dans Tzahal, dans le bouquin, c'est que la société, c'est-à-dire la population israélienne, la population civile israélienne, accepte tous les sacrifices que l'État lui demande, c'est-à-dire une portion du PIB phénoménale à la défense, un service militaire de 3, 4 ou 5 ans, à la fois pour les hommes et pour les femmes, des périodes de rappel tous les ans, etc. Enfin bref, une extrême lourdeur et un risque maximum pour les militaires israéliens. Tout ça pour, et c'était ça le contrat social, pour préserver la population civile. C'est-à-dire que les militaires réservistes ou conscrits meurent, mais ça fait partie des risques du métier. Si vous me passez l'expression, c'est le cas dans toutes les armées du monde. Mais la contrepartie, c'était ils donnent leur vie et tous ces sacrifices sont là pour protéger la population civile qui doit être maintenue à l'écart ou à l'abri des opérations. Et ça a relativement bien fonctionné, y compris pendant la guerre du Liban, voire même a commencé à s'effriter avec la guerre du Liban de 2006, entre la première guerre entre Israël et le Hezbollah. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la population civile a été la première visée. Donc, je ne suis pas israélien, mais je me mets à la place des citoyens israéliens qui se disent tout ça pour ça. Gros problème. Et donc, gros problème, donc remise en cause existentielle, même s'il ne faut pas l'oublier, Israël conserve la meilleure armée du Moyen-Orient, la plus puissante. Mais c'est le paradoxe, c'est qu'Israël a l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, dotée d'un certain nombre de têtes nucléaires, et malgré ça, la population et certains dirigeants sécuritaires se sentent en lutte existentielle, alors même qu'elle est toujours extrêmement puissante. Pourquoi? Parce que son sentiment et sa posture de dissuasion a volé en éclats. Et donc, ce que fait Israël, aussi bien la classe politique, le gouvernement et l'armée, a été depuis le 7 octobre, enfin le 8 octobre, de restaurer cette posture dissuasive. Nul doute qu'elle y, à mon avis, qu'elle y est parvenue. Mais du coup, elle a utilisé les gros marteaux pour taper sur les mouches. Et donc, évidemment, là, il n'y a pas de doute. Tous les voisins d'Israël ou tous ceux qui pourraient être tentés de s'en prendre à Israël, l'Iran est un cas à part, savent que ça a un prix et que le prix sera extrêmement cher. Ma compréhension, c'est que Israël les dirigeants israéliens savent qu'ils ont perdu la bataille de l'image, la bataille de la communication, qu'ils sont totalement isolés, mais globalement, ils n'en ont rien à faire. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est-à-dire que de leur point de vue, c'est le moment ou jamais, entre guillemets, d'affaiblir au maximum tous les ennemis, tous les adversaires d'Israël, a priori en commençant par le voisinage immédiat, c'est-à-dire Gaza, la Cisjordanie, le Liban. Mais c'est aussi la Syrie. Demain ou après-demain, ça peut être l'Irak. On en reparlera en fonction des frappes probables iraniennes que les Iraniens sont en train de préparer sur Israël, en riposte à l'attaque israélienne, au bombardement israélien d'Iran du 26 octobre dernier. Mais tout ça pour dire que y a un sentiment de lutte existentielle en Israël. Et le paradoxe, ça m'amène à parler maintenant de la région et de l'Iran, c'est que ce que le gouvernement israélien ou beaucoup de citoyens israéliens n'ont pas compris, c'est qu'en fait, ce sentiment de lutte existentielle, maintenant, c'est le cas aussi en Iran. C'est-à-dire que au début des opérations, jusqu'au 13 avril, disons jusqu'au début avril, il y avait le sentiment à Téhéran, je connais bien les Iraniens, je les pratique là aussi depuis 25 ans, qu'il y avait le sentiment que finalement l'Iran s'en sortait très bien. C'est-à-dire que sans intervenir directement militairement sur le front, en agissant avec ses proxys, donc ses milices alliées, finalement, l'Iran tirait les marrons du feu et l'Iran était le grand vainqueur, si on peut dire, des recompositions régionales géopolitiques.
Or, le passage à l'affrontement direct, à la suite, donc de sans doute, on peut appeler ça comme on veut, mais clairement des provocations du gouvernement israélien consistant à bombarder le consulat iranien de Damas. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je dis que ça a été clairement perçu en Iran comme, disons, comme une provocation directe. Il y a eu débat, bien entendu, en Iran pour savoir s'il fallait riposter, oui, comment et de quelle manière. Et c'était aussi à un moment donné où le Hezbollah commençait finalement à prendre des coups, parce que jusque, disons, du 10 octobre au 10 janvier, dans les combats enfin, en tout cas dans les accrochages et l'affrontement entre l'armée israélienne et le Hezbollah à la frontière israélo-libanaise, c'était ce qu'on appelle en anglais du tit for tat, c'est-à-dire une petite gifle, une petite gifle. Ça montait un petit peu en pression, ça descendait un peu, mais globalement, ça restait totalement sous contrôle. Et tout était fait pour que ça reste sous contrôle des deux côtés. Et à partir de mi-janvier, pour des raisons stratégiques, le gouvernement israélien s'est dit que, après tout, l'Iran ne réagissait pas vraiment, que donc il pouvait être intéressant de taper plus fort sur le Hezbollah. Et c'est ce que le gouvernement israélien a fait. Donc évidemment, la riposte du Hezbollah à chaque fois est montée aussi en intensité. Et en fait, comme ça, petit à petit, bien le Hezbollah a commencé à se prendre de vrais coups sur la tête. Et donc on en arrive à début avril où là, l'Iran s'est mis dans une position, ou du moins a dû prendre une position. Et la position qu'elle a prise, c'était l'attaque directe sur Israël. Et là, ça a changé complètement de paradigme. Et à partir de là, on en vient directement. Donc, je reviendrai sur cette photo, cette carte pour vous expliquer ce qui se passe. Je vous montre juste, voilà, cette carte-là. Ça montre un petit peu les échanges de missiles balistiques et de drones entre Israël et l'Iran, plutôt les tirs de missiles en provenance d'Iran, d'Irak et du Yémen sur Israël, et les ripostes aériennes israéliennes. Et à partir de ce moment-là, les Iraniens ont réalisé deux choses. Un, leurs missiles balistiques, du moins ceux qu'ils avaient utilisés jusqu'à présent, ne passaient pas et n'arrivaient pas à franchir de manière décisive le bouclier antimissile israélien, grâce notamment à l'appui américain et à l'appui des alliés divers, notamment européens, mais aussi des alliés du Golfe, qui ont contribué, disons, à l'interception ou du moins à l'identification des menaces. Et quand il y a eu la deuxième frappe, donc le 1er octobre, donc la frappe iranienne sur Israël, en fait, ils se sont dit quand même, globalement, nos missiles ont du mal à percer le bouclier. Donc, les Iraniens voient qu'en même temps, leurs proxys, enfin leurs milices s'affaiblissent, se font rogner les dents. Donc en fait, jusqu'à présent, on y reviendra tout à l'heure, mais les éléments clés de la dissuasion, on va dire classique, conventionnelle iranienne, vis-à-vis, pas que d'Israël, vis-à-vis de l'ensemble des pays de la région, c'était basé sur les proxys, donc les milices alliées, sur les frappes de missiles balistiques, qui en fait remplaçaient une aviation qui est totalement hors d'âge et des moyens classiques militaires totalement hors d'âge en Iran, et sur la promesse de livraison de matériel militaire de dernière génération, notamment par la Russie et par la Chine. Et sans ça, les Iraniens, le régime iranien a compris que là, maintenant, ils se retrouvaient en grande difficulté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'arrivaient plus à être dissuasifs vis-à-vis d'Israël. Fondamentalement, c'est même pas ça qui le gêne le plus. Ce qui gêne le plus les gouvernants, enfin les dirigeants iraniens, c'est qu'en fait, s'ils ne sont plus dissuasifs vis-à-vis d'Israël, ils ne sont plus dissuasifs vis-à-vis des pays de la région. Or, ils sont engagés dans un grand mouvement de normalisation avec tous leurs voisins, y compris l'Arabie Saoudite, y compris les Émirats Arabes Unis, etc. Donc, à partir du moment où les voisins à qui vous tendez la main, encore une fois, je dis pas que je me mets
Mon métier, c'est de me mettre dans la tête des gens de chaque point de vue. C'est-à-dire, c'est de mettre dans la tête des Iraniens, des Israéliens, des Américains, des Russes, des Chinois, des Saoudiens, des Turcs, de tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, les Iraniens se disent, si on n'est plus capable de faire peur, pour faire simple, aux monarchies du Golfe, aux Afghans, aux Pakistanais, aux Irakiens, aux Syriens et aux Turcs, je ne parle même pas des Russes, des Américains et des autres, là on est vraiment en difficulté. Et donc ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, le gouvernement iranien en est venu à considérer que la situation actuelle était pour lui aussi une question de survie existentielle. La différence, c'est qu'en Israël, ce sentiment de lutte existentielle, il est partagé par la population, comme vous disiez, et bien sûr par les dirigeants, mais il est complètement intégré par la population, là où en Iran, la population s'en contrefiche éperdument. Donc en fait, ce qui compte, c'est que du point de vue du gouvernement iranien, après je vous parlerai de ce qui se passe en Iran et du reste, mais du point de vue du gouvernement iranien, c'est une question littéralement de survie du régime. C'est pour ça que le régime ne peut plus perdre la face. À partir du moment où, avant-hier, le guide suprême Ali Khamenei a dit qu'il fallait riposter et donc répondre à la frappe israélienne du 26 octobre, même si militairement parlant, quelque part, c'est un peu suicidaire, ou en tout cas, c'est militairement, disons, désavantageux, parce que Israël a réussi à éliminer une grande partie du système de défense anti-aérien iranien, mais du point de vue des dirigeants iraniens, enfin, j'allais presque dire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que si vous ne ripostez pas, vous passez pour des faibles, vous perdez la face, et tous les voisins vont en profiter. À la limite, l'Iran ne cherche pas à régler le problème avec Israël, ni même à détruire Israël, ni rien du tout. L'Iran cherche à asseoir sa position régionale sur l'ensemble du Golfe Persique et de la région. Et donc, par effet indirect, si vous voulez, sa position actuelle est extrêmement compliquée. Donc, connaissant le système iranien et bien, je peux vous dire qu'à partir du moment où le guide suprême a dit qu'il fallait une riposte, il y aura une riposte. Vous pouvez lire tous les médias que vous voulez, écouter tous les commentateurs que vous voulez, il y aura une riposte. Les deux seuls cas, en tant qu'analyste, où cela pourrait ne pas survenir, c'est un, si le guide suprême, donc Ali Khamenei, venait à disparaître dans les jours qui viennent. C'est possible. Les médias israéliens et américains, laissent filtrer les rumeurs sur son état de santé, etc. En tant qu'expert qui suit l'Iran depuis 30 ans, je peux vous dire que les rumeurs sur l'état de santé de Khamenei, on les ressort tous les 5 ans, et c'est un grand classique. Il est toujours vivant. Il est toujours là. Bon, vu son âge, 86 ans bientôt, biologiquement, c'est sûr qu'il a une fin programmée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut jamais miser sur le décès des dirigeants, jamais. La preuve, c'est que quand ça arrive vraiment, on est surpris. Typiquement, ce qui s'est passé en Iran avec l'accident d'hélicoptère, où vous avez le président Raisi et le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères Amir Abdollahian, qui sont tombés d'hélicoptère. Et contrairement à ce que pensent beaucoup d'Iraniens, ce n'est pas un coup monté. C'était probablement juste le facteur humain. Le facteur humain, c'est que ça arrive dans tous les pays. Y compris par exemple quand le gouvernement polonais, si je vous assure, quand le gouvernement polonais a été décapité, enfin quand je dis décapité, c'est a été éliminé suite à un crash d'avion parce que tout le monde était là et que le premier ministre polonais voulait être de retour à Varsovie à la bonne heure pour aller voir ses petits amis, etc. C'est le facteur humain. Et donc là, en l'occurrence, quand vous montez avec beaucoup plus de personnes que prévu dans un vieil hélicoptère américain époumoné par mauvais temps, et qu'en plus vous essayez de franchir la montagne, c'est craché. Donc, malgré ça, évidemment, vous avez une grande partie de la population iranienne qui se gosse et qui, évidemment, se dit
le régime a éliminé le président qui ne lui allait plus. Alors même que justement le régime avait tout fait pour le faire élire. Donc c'est un peu, c'est pour vous montrer que ça peut arriver. Mais qu'en général, ça arrive quand on s'y attend le moins. Tout ça pour revenir donc sur, je vais revenir sur la situation un petit peu pour vous montrer. Oui, pardon. Et là, vous avez, bien sûr, merci. Et la deuxième cause, c'est si Israël acceptait un cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Et parce que là, dans ce cas-là, ça donne un prétexte à tout le monde pour arrêter les frais. Mais là, j'y crois pas un instant. Parce que tel que c'est parti, le gouvernement de Netanyahou, notamment son extrême droite, et en général, même ses militaires, toutes tendances confondues, se disent on a commencé l'opération, maintenant il faut aller jusqu'au bout. Et donc, à mon avis, les opérations vont aller jusqu'au bout. Ou justement, à la fois, c'est ce que vous montrez sur la carte à Gaza, donc avec des petits pointillés pour montrer que c'est l'opération touche quand même à sa fin, et que la question à Gaza, c'est de savoir, la vraie question, c'est de savoir qui va prendre les clés du camion de la bande de Gaza. La communauté internationale c'est longtemps dit, enfin c'est longtemps, disons depuis le début de l'année 2024, que ce serait bien s'il y avait une coalition arabe ad hoc, menée par exemple par les Égyptiens, les Émirats arabes unis, peut-être même l'Arabie saoudite, qui viennent sur place pour gérer, entre guillemets, la bande de Gaza. Mais les trois pays ont dit sans nous, il n'est pas question qu'on vienne mettre la main là-dedans. Donc aujourd'hui, de ce que je sais, l'option qui tient la corde, c'est une occupation militaire israélienne sur une partie plus ou moins grande de la bande de Gaza. Et je reviens, c'est l'occasion de rebondir sur justement sur le bouquin, sur Tzahal et sur ce lien permanent entre politique et militaire en Israël. C'est qu'aujourd'hui les militaires, les généraux israéliens qui connaissent l'histoire, qui eux connaissent leur gamme, disent nous, on est au service, on sert le politique. Si le politique nous dit de faire ça, on le fera. Mais il est de notre devoir de militaires israéliens de vous dire toutes les conséquences et tous les risques induits. Les risques induits, ça veut dire que vous allez avoir quand je dis du harcèlement, c'est du harcèlement au niveau militaire. C'est-à-dire que pendant une décennie, pendant le temps que vous allez rester sur place, militairement parlant, vous aurez les conscrits, les réservistes qui vont se faire tuer régulièrement. Et donc le coût, ce sera d'à peu près tant de morts, tant de vies par semaine ou par mois là-dessus. Le même constat s'est fait pour, bien entendu, les opérations que vous voyez là aujourd'hui au Liban et au sud du Liban. Et ça m'amène à vous montrer cette carte-là. Elle est intéressante, cette carte, parce que elle montre le relief. Et elle vous montre le relief des opérations aujourd'hui, donc à la frontière israélo-libanaise. Et vous voyez quand même que donc vous avez la fameuse ligne bleu-violette sur la frontière. Et puis, vous voyez tout le relief ici, notamment là où c'est quand même des falaises. Pour y avoir été des deux côtés, je connais bien le terrain. Je peux vous dire que c'est extrêmement montagneux et difficile. Donc vous avez certains, notamment sur le plan politique et au sein du cabinet de sécurité donc israélien, qui disent ma foi, on refait la zone de sécurité, hop, on va jusqu'au Litanie, on nettoie tout et on verra bien. Là, les militaires disent on peut le faire. Mais alors là, on a déjà donné entre 1985 et 2000, ça s'est très mal terminé. C'est pas un bon plan. Donc encore une fois, réfléchissez, c'est-à-dire il y a cette dualité entre le politique et le militaire, qui dit, les militaires disant aux politiques, disant si vous voulez qu'on établisse la zone médiane, c'est au lieu de prendre tout le sud du Litanie, c'est une bande tampon d'une dizaine de kilomètres autour, au-delà de la frontière, non pas pour empêcher les tirs de roquettes et de missiles, parce que ça, ce sera absolument impossible, mais pour empêcher les infiltrations terrestres et donc la réédition des massacres du 7 octobre, cette fois-ci en provenance du front nord, au lieu que ce soit en provenance de Gaza. Les militaires disent cette option, on peut la faire, mais c'est pareil, elle a un coût. Elle a un coût, même pas au niveau financier, elle a un coût humain.
Donc ça veut dire que si vous nous ordonnez aujourd'hui de faire ça, il ne faut pas venir pleurer dans 5 ans, quand vous aurez les comités de mères de soldats, les partis politiques hurlant au loup en disant mais quel est ce scandale, pourquoi à l'époque on nous a pas dit que, bah si, là on vous le dit. Et donc les conséquences, c'est que si vous prenez une décision, l'armée israélienne l'appliquera, mais il faut être totalement conscient de ce que ça implique en termes de coûts et en termes de sacrifices. La dernière option sur le front nord, c'est celle qui peut être probablement défendue par d'autres généraux, c'est celle c'est à minima, c'est celle d'une DMZ, c'est-à-dire d'une zone démilitarisée, un peu à l'instar de ce qui existe entre les deux Corées, à la suite de la guerre de Corée. C'est-à-dire, en fait, au lieu que ce soit une zone tampon, si vous voulez, plus ou moins large, occupée, c'est juste une zone tampon relativement très limitée, c'est-à-dire de l'ordre de 3 km. C'est-à-dire, en fait, pour faire simple, quand vous voyez la carte avec le relief, c'est les montagnes, enfin les grosses collines en face, là, comme ça, où là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'en fait, zone démilitarisée, c'est rendu impropre à la vie. C'est miné, piégé, explosé, plus personne ne peut y revenir. Je pense que c'est l'une des options qui est aujourd'hui, examinée, en tout cas par un certain nombre de stratèges israéliens, de généraux israéliens, encore une fois, en vous disant que ces généraux ne sont pas tous d'accord entre eux et ne sont pas d'accord non plus avec les militaires. Pourquoi? Parce que vous avez, c'est intéressant quand vous regardez l'opposition ou les déclarations, typiquement par exemple récemment de Lapid et de Benny Gantz, qui finalement sont à la fois dans l'opposition, mais l'un est un pur produit politique, Lapid, et l'autre un pur produit militaire, Gantz. Donc de ce côté-là, ils sont d'accord pour essayer de marginaliser et d'éliminer Netanyahou, politiquement bien sûr. Mais une fois, admettons, ils arrivent à leur fin, ma compréhension, c'est qu'il est très improbable que les militaires qui feraient front, disons, autour de Gantz ou de Gallant ou d'autres généraux, ensuite disent à Lapid bonne nouvelle, tu vas devenir Premier ministre. Non, non. Et donc là, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête le fait qu'on est probablement, Israël vit un moment charnière où les militaires se disent c'est le moment de revenir aux affaires. Voilà pour ça. Je reviens sur cette question-là pour vous dire que, évidemment, pas le ventre mou, mais l'endroit où, évidemment, Israël est faible, c'est la Cisjordanie. Et bien évidemment, si vous êtes un stratège du Hezbollah, de l'Iran ou de tous ceux qui se considèrent comme adversaires d'Israël, vous n'avez qu'un seul but dans la vie, c'est provoquer un embrasement ici. C'est même pas de continuer le combat au Liban, en Iran ou ailleurs. C'est si vous provoquez un soulèvement majeur ici, alors là, vous créez le chaos à échéance visible en Israël, en tout cas dans la société politique israélienne. Donc ça veut dire que le prochain front, s'il y en a un, ça peut être là. Les Syriens, eux, ont dit nous on joue plus. Donc Bachar al-Assad a dit très récemment je ne veux pas être impliqué dans les histoires de guerre directe entre Israël et l'Iran. Donc il a dit très fermement à Téhéran aucun tir depuis chez moi. Donc pour le moment, parce que lui il a ses propres soucis et problèmes à résoudre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça c'est en train de se terminer d'une manière militaire, disons, pas politique bien sûr. Le Liban, c'est en plein dedans. Et la logique opérationnelle voudrait que, et militaire et politique, que le gouvernement israélien et l'armée israélienne aillent le plus loin possible pour affaiblir le plus possible le Hezbollah. Le gros point d'interrogation, c'est ici. Et bien sûr, le gros point d'interrogation, c'est est-ce qu'on va vers un affrontement direct? Il y a déjà eu de toute façon un affrontement direct entre Israël et l'Iran, mais il n'y a aucune frontière commune directe. Donc si c'est des échanges de tirs de part et d'autre, en fait, la logique, c'est que, et je remets cette carte-là, c'est que la logique, on est dans une bataille technologique et industrielle. C'est-à-dire que si vous voulez
mon métier en tant qu'expert. Et si je veux essayer de comprendre qui va prendre l'avantage, si c'est l'Iran ou si c'est Israël, en fait, la question est très simple, c'est qui est capable de produire d'un côté, du côté iranien, le plus de missiles balistiques, précis et d'une portée suffisante pour atteindre Israël, et du côté israélien, combien d'intercepteurs, c'est-à-dire de missiles antimissiles, Arrow 2, Arrow 3, David Sling, les Israéliens, le gouvernement israélien peut-il produire chaque mois ou acquérir auprès des États-Unis. C'est pour ça que du point de vue de Netanyahou, c'est pas de Netanyahou, c'est du point de vue de l'establishment sécuritaire militaire israélien, la présence de la batterie antimissile THAAD, T-H-A-A-D, donc qui a été déployée, qui est renforcée, qui a été déployée en Israël, est absolument vitale, cruciale. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour, entre guillemets, tirer en priorité, parce que les Américains ont des gros stocks. Donc, tout ce qui pourrait venir en provenance d'Irak, d'Iran ou d'ailleurs, et ainsi d'économiser le stock de missiles antimissiles israéliens. Donc, si vous êtes capable de déterminer qui, au bout du compte, chaque mois, est capable de produire le plus de missiles balistiques d'un côté et de plus de missiles intercepteurs de l'autre côté, vous voyez qui prend l'avantage. Parce que le premier qui se retrouve à court de munitions, non pas a perdu, mais se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Et le premier qui se retrouve à court de munitions peut être tenté par l'escalade, que ce soit Israël ou que ce soit l'Iran. Et je reviens donc à la frappe du 26 octobre, c'est ce que disait gentiment Harry, là où, à mon avis, la stratégie israélienne était très pertinente, c'est qu'elle a d'abord elle n'a pas fait dans le spectaculaire. Moi-même, y compris dans les interviews que je donne ou quand j'étais au Sénat, etc., je disais la prochaine riposte israélienne sera non létale, et c'était le cas, mais elle sera spectaculaire en réponse aux attaques spectaculaires iraniennes. Donc là, ils n'ont pas fait dans le spectaculaire, mais ils ont fait dans le signalement stratégique. C'est-à-dire qu'ils ont érodé, l'armée israélienne a détruit et neutralisé la quasi-totalité des systèmes S-300 russes, qui sont les meilleurs missiles, si vous voulez, anti-aériens à la disposition de l'Iran. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, demain, les aviateurs israéliens, les pilotes israéliens et les opérateurs de drones, pour faire simple, peuvent se balader assez facilement au-dessus du territoire iranien. Ce qui n'empêche pas le fait que ça ne résout en rien, évidemment, le problème. Et du côté, l'autre versant de la frappe israélienne, c'était de tirer, c'était de neutraliser un certain nombre de points clés de fabrication des missiles balistiques et notamment les missiles comburants. Après, je vous passe les détails techniques, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le carburant solidifié à base de poudre notamment qui est mis directement dans les réservoirs des missiles balistiques. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus performant, ça permet de sortir le missile au dernier moment et non pas de le charger, ça prend des plombes. Et évidemment, vous êtes très vulnérable quand vous tirez un missile, classique, comme une fusée classique, quand vous tirez une Ariane, une Vega ou ce que vous voulez, elle est chargée en comburant liquide, donc évidemment, ça a aussi des tas d'avantages, mais vous êtes très vulnérable. Donc tout ça pour dire que les Israéliens, lors de la frappe du 26 octobre, ont diminué de manière significative la capacité de production iranienne de missiles balistiques. Donc dans l'absolu, l'Israël, c'est ce que je disais dans mon interview, a pris un avantage assez significatif sur l'Iran. Ça, c'est sur le plan technique. Sauf que si, à partir du moment où il y en a un des deux protagonistes qui comprend qu'il va être bientôt à court de munitions, soit il fait un dernier show, c'est peut-être ce que les Iraniens sont en train de préparer, pour dire on fait le dernier gros show et puis après, hop, on négocie et on arrête. Si vous connaissez bien l'Iran, je pense bien connaître l'Iran et notamment l'histoire de l'Iran et notamment la guerre Iran-Irak, à la fin de la guerre Iran-Irak, ce qu'ont fait les Iraniens, c'est qu'ils ont fait le grand show, entre guillemets, notamment y compris contre la marine américaine, dans le Golfe Persique, ils se sont pris des grosses gifles, et ils ont perdu une partie de leur marine, mais c'est pas grave, parce que de leur point de vue, il fallait un prétexte pour sortir de la guerre.
C'est-à-dire il fallait que le régime et il fallait que les mollahs, donc là on est en 1988, et les mollahs qui dirigent le pays, parce que là aussi en Iran, si vous voulez, là je vous parlais d'Israël, les problèmes, disons la lutte de pouvoir entre militaires et politiques, mais en Iran il y a les mêmes choses, il y a la lutte de pouvoir intense. Cette fois-ci, c'est entre les religieux, le clergé et les militaires. Et pas tous les militaires, uniquement les gardiens de la révolution. Donc cette dualité, elle existe des deux côtés. Et donc comme elle existe des deux côtés, elle rend, si vous voulez, l'équation plus difficilement prévisible. Et donc à l'époque, en 1988, les religieux, en fait, avaient poussé, pour faire simple, l'armée, non pas au clash, mais à l'affrontement direct avec l'US Navy, et ils se sont pris une grosse gifle. Et à partir de ce moment-là, c'était le prétexte pour que l'imam Khomeini dise « Ok, on n'a plus les moyens de se battre, donc on trouve un consensus et on arrête les hostilités. » Donc ce que je dis là, c'est que je dis pas du tout que c'est ce qui va se passer. Je dis qu'il n'est pas impossible que dans la tête du guide suprême qui a vécu toutes ces anciennes histoires, il ait quelque part en tête le fait de dire après tout, on fait un gros feu d'artifice, de la même manière ça ne passera pas, ou peu, ou pas assez de leur point de vue. Mais on pourra dire ensuite, maintenant c'est très simple, soit on arrête, soit on fait la bombe. En faisant pression évidemment sur les États-Unis et le reste du pays. On va en parler en revenant là-dessus. Pour rentrer dans le, enfin je suis déjà rentré dans le cœur du sujet, hein, mais pour vous montrer un peu à quoi ressemble le Moyen-Orient aujourd'hui, regardez cette carte. Et en fait, vous avez en bleu, donc vous voyez que c'est très diffus, c'est plus du tout la même carte qu'on pouvait voir il y a 2, 3, 4 ans, même 2 ans. Il y a 2 ans, pour faire simple, vous aviez beaucoup de pays en bleu qui étaient anti-iraniens, et puis les pays de, entre guillemets, l'axe de la résistance, Iran, Irak, Syrie, une partie du Liban, là, et le territoire contrôlé par les Houthis, qui était pro-iranien, et donc voilà. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, vous avez toujours un axe de la résistance, entre guillemets, ici, sauf qu'il est considérablement affaibli. C'est-à-dire que, comme je vous le montrais, la Syrie, Bachar al-Assad dit non, mais moi je veux pas être embringué dans vos histoires. L'Irak l'Irak se dit bon bah oui, évidemment on est soumis un peu à la loi de Téhéran, mais on mise aussi sur tout le monde. Mais malgré tout, on reste dans l'orbite de Téhéran. Mais disons qu'il reste très prudent. Le Liban est un État on va dire quasi failli. Donc, en fait, ça ne compte plus pour grand-chose. Les Houthis, non plus. Donc, en fait, vous avez globalement ça. En face, vous avez les pays en bleu, sont ceux qui restent très fidèles et attachés à l'alliance des États-Unis américaine. Donc, vous voyez Israël, Jordanie. La Jordanie est la grande perdante de tout ce qui se passe en ce moment. Le roi de Jordanie, je peux vous garantir, il doit pas bien dormir toutes les nuits. Et il doit changer de palais ou de chambre toutes les nuits. Parce qu'il dit que son espérance de vie peut être assez limitée. Donc Israël, la Jordanie, la Turquie qui jusqu'à présent, jusqu'à ces derniers mois, jouait un jeu assez trouble, et disons ces dernières années, mais qui depuis la guerre, puisqu'il ne faut pas l'oublier, la guerre en Ukraine, tous les dossiers sont liés et se répondent. Depuis la guerre en Ukraine, la Turquie a compris qu'il fallait quand même qu'elle fasse avec la Russie. Et que pour contenir la Russie, même si elle s'entend bien avec la Russie, c'est quand même pas mal d'avoir l'alliance américaine et la garantie de sécurité américaine. Donc le président Erdogan a fait quand même un pas très net en direction des États-Unis. Puis vous avez le Koweït et vous avez le Bahreïn. Voilà. Tous les autres États que vous voyez ici à la fois en jaune et rouge, en fait, font ce qu'on appelle du multi-alignement. C'est-à-dire mangent à tous les râteliers, mettent leurs œufs dans tous les paniers et se vendent, ou du moins négocient, au plus offrant. À commencer par la Chine, à commencer par la Russie, à commencer par l'Inde, pour certains, bien entendu les États-Unis, et pour certains d'entre eux, avec encore quelques pays européens, avec la Turquie bien sûr aussi. Donc c'est ça qui caractérise le Moyen-Orient. Donc dans cette caractéristique-là, dans ce contexte-là, vous comprenez que l'Iran, qui a des problèmes quand même assez majeurs avec ses voisins, s'est dit finalement c'est pas mal.
Parce que en face de moi, j'ai plus des adversaires, j'ai des partenaires. Surtout si vous le liez avec la question des BRICS+. Ça aussi, c'est un changement notable. Ça veut dire que tout ça, c'est grâce, entre guillemets, grâce aux Chinois. Même si Vladimir Poutine, notamment lors du dernier sommet des BRICS+ à Kazan, donc qui s'est passé en octobre, le mois dernier, a fait les beaux et s'est dit bien sûr les BRICS c'est moi. Non, en fait la réalité c'est que les BRICS c'est les Chinois, c'est Pékin. Donc les Chinois ont dit en fait à tous les pays du Moyen-Orient, au lieu de vous taper dessus, Israël, l'Iran mis à part, mais surtout les autres. Au lieu de vous taper dessus, soyez intelligents, faites du business avec nous, livrez-nous du pétrole et des hydrocarbures à bon prix. Nous, on ne vous assure non pas la sécurité, ça c'est toujours les Américains qui fournissent, nous on vous assure la stabilité économique, le développement et les investissements. Vous voyez où est votre intérêt? C'est sûr, ils ont tous vu leur intérêt. Donc, avec le sommet d'élargissement des BRICS, aujourd'hui, en membre à part entière, c'est-à-dire full member, vous avez l'Iran, vous avez les Émirats Arabes Unis, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez l'Égypte et vous avez l'Éthiopie. Prochain sur la liste, la Turquie. Erdogan est venu taper à la porte à Kazan en disant et moi, et moi, et moi. Donc, et les BRICS+, ça représente quoi? Ça représente évidemment des options de business énormes. Que ce soit avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, avec l'Afrique du Sud, avec plein de pays. Et donc, vous comprenez par exemple pourquoi l'Afrique du Sud prend une position aussi dure avec Israël. C'est parce qu'ils ont compris que la logique, c'est les BRICS. Et qu'ils font partie des BRICS et ils font partie des membres fondateurs des BRICS. Donc, dans cette logique-là, il n'est pas question de laisser tel dossier ou tel dossier aux Chinois ou aux Russes. Nous aussi, Sud-Africains, on existe. Et on veut exister. Et puis les Russes, bien sûr. Ça, c'est pour vous montrer, je vous montre ça parce que vous voyez qu'Israël est là, bien sûr. C'est la Méditerranée vue de manière verticale. Quand vous faites de la géopolitique, il ne faut pas mettre les cartes sur le mur, il faut mettre les cartes devant vous et tourner autour. Pourquoi? Parce que c'est en tournant autour et en vous asseyant, vous passez un quart d'heure sur un angle, un quart d'heure sur l'autre angle et ainsi de suite. Et vous allez voir la carte et les réalités géographiques avec des angles et des points de vue radicalement différents. Ça, imaginez-vous que c'est la manière dont les Russes et les Turcs voient la Méditerranée. Donc quand vous comprenez ça, vous comprenez beaucoup de choses. Et quand vous êtes russe, vous vous dites, pour sortir de Méditerranée, ça va être très compliqué. Parce que l'OTAN verrouille globalement tous ces axes aéromaritimes. Par contre, si je veux sortir, accéder aux mers chaudes et rejoindre les routes commerciales qui m'amènent justement avec mes amis chinois, indiens, etc., le moyen le plus sûr et le plus direct, c'est la voie du Sud, c'est les détroits. Là, ce qu'on appelle la Méditerranée orientale, le canal de Suez, la mer Rouge, le golfe d'Oman et l'océan Indien. Et là, vous êtes directement sur l'autoroute majeure qui va directement en Chine, en Corée du Sud, en Asie du Nord et en Asie de l'Est. Bref, les pôles de développement économique majeurs. Donc, ça veut dire que cette partie-là de la Méditerranée, qui évidemment borde, qu'Israël borde, c'est-à-dire la Méditerranée orientale ici, avec Chypre au milieu, est devenue un espace d'affrontement et de rivalité stratégique majeure entre, d'une part, la Russie et la Turquie, qui sont de ce côté-là un peu dans le même camp, parce que c'est leur intérêt de chasser tous les autres de Méditerranée orientale. De l'autre côté, les Égyptiens qui gardent comme ils peuvent le canal de Suez, l'Iran, la Russie évidemment qui est là en Syrie sur le littoral et qui verrouille ça, l'Iran qui est aux portes à la fois au Liban et dans le reste de la Syrie, et en fait tous ces gens-là qui disent bon, tous les Occidentaux là, les Européens, les Otaniens, dehors. À partir du moment où vous franchissez cette ligne-là, vous demandez la permission. En tout cas, sachez que c'est risqué pour vous. Donc aujourd'hui, les seuls qui viennent jouer là, hormis tous ces acteurs-là, globalement, vous avez les Britanniques. Alors les Britanniques, de ce côté-là, ils ont déjà trouvé un deal avec les Turcs, donc ils ne jouent pas vraiment. Et ceux qui sont là pour faire acte de présence, hormis les Grecs bien sûr, ce sont les États-Unis
et la France. Ce sont les deux seuls qui continuent, les deux seules marines qui continuent à envoyer tout le temps des bateaux pour dire « Ok, vous pouvez nous tirer dessus, mais dans ce cas-là, vous engagez les hostilités. » Mais nous, on est là et on marque le territoire. Enfin, le territoire, c'est pas un territoire, mais on est là pour défendre la liberté de circulation maritime sur cet espace qui est devenu clé. Et le paradoxe, c'est que vous avez, je vous en parle parce que c'est finalement en face d'Israël, et puis tout le monde, dans Israël, tout le monde parle de Chypre, hein, comme au Liban. Chypre, en fait, est devenue, ce qu'elle a toujours été dans l'histoire, un porte-avions incoulable, ou une forteresse imprenable, ou difficilement prenable. Donc aujourd'hui, ceux qui ont compris la position géostratégique de Chypre, ce sont les États-Unis. Eux, pour le coup, les États-Unis, ils viennent, ils sont militairement présents, et c'est nouveau, totalement nouveau sur Chypre, sur une partie, la partie sud de l'île de Chypre, et ils disent à tous ces acteurs-là, on est là. Accessoirement, s'il fallait évacuer les ressortissants américains de la région, par exemple d'Israël, du Liban, de Jordanie, il y en a plus en Syrie, donc évidemment, ce serait la base avancée, ce serait Chypre. Mais accessoirement, à partir de Chypre, on vous tient tous à l'œil et on vous empêchera de verrouiller le canal de Suez si nécessaire. Donc là, on fait de la vraie géopolitique et on est au cœur des enjeux géopolitiques. Rapidement, depuis le conflit qui a commencé le 7 octobre, j'ai classé un petit peu les perdants, entre guillemets, les bénéficiaires et puis les attentistes. Donc les perdants, les grands perdants et ceux qui sont très affaiblis, bien sûr le Hamas, je ne parle même pas du djihad islamique, le Hezbollah, le Liban, la Jordanie qui est vraiment le pays qui se sent le plus menacé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est pareil, si vous voulez vraiment embêter Israël, vous déstabilisez la Jordanie. L'Iran que j'avais mis au début dans les bénéficiaires nets de la guerre et qui est passé dans le camp de ceux qui sortent affaiblis, je vais vous expliquer pourquoi. L'Égypte est extrêmement inquiète de la situation parce que c'est une cocotte minute socio-économique, etc. Et parce qu'elle voit bien que tout risque de s'effondrer sur elle ou sous elle. Donc les Égyptiens sont extrêmement inquiets. Les attentistes, c'est-à-dire ceux qui attendent que la poussière retombe pour prendre position, les Turcs, ou la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Et puis ceux qui sortent renforcés, ou en tout cas bénéficiaires nets de cette guerre, la Russie au premier plan. Parce qu'évidemment, depuis le 7 octobre, globalement, les États-Unis et les Occidentaux ont quand même mis la pédale douce sur les renforts à l'Ukraine et sur le soutien à l'Ukraine. Si Donald Trump est élu après-demain, alors là, tout le monde a compris que c'était fini. Le Qatar, qui a pu rehausser son rôle de l'endroit où tout le monde parle. Avant, c'était Oman. En fait, c'est toujours Oman, et c'est aussi le Qatar. Les États-Unis, parce que mine de rien, les États-Unis ont ressorti le gros bâton, et ça compte dans la région. C'est-à-dire que les États-Unis disent et montrent surtout, ils le montrent réellement à leurs clients, que lorsqu'ils ont décidé de défendre un de leurs clients, Israël en l'occurrence, ils étaient crédibles. Et là, les Saoudiens, les Émiriens, les Qatariens, tout ça, tout le monde voit que oui, c'est vrai. Donc, paradoxalement, à la fois, ça a affaibli les États-Unis sur le plan politique ou en termes on va dire, diplomatiques, mais militairement et en termes stratégiques, tout le monde a compris qu'ils étaient toujours là, qu'ils jouaient et qu'ils avaient encore du poids dans la balance. Et la Chine, j'ai mis un point d'interrogation parce que la Chine, c'est la grande inconnue. Les Chinois auraient pu profiter de cette situation pour récupérer une partie de la mise, ils l'ont pas fait. Peut-être parce qu'ils ont leurs propres difficultés, peut-être parce que bien entendu, eux aussi sont obnubilés par Taïwan, qui pour eux vaut tous les autres dossiers réunis. Et donc les pays du Moyen-Orient, même ceux qui courtisent la Chine, se disent que les Chinois, c'est bien pour le business et pour les investissements, mais pas encore pour la sécurité. Et l'Europe est aux abonnés absentes. Parce que en tant qu'historien, expert, il est beaucoup trop tôt, de mon point de vue, pour dire si Israël sortira affaibli, renforcé,
ou renforcée de cette histoire, je n'en sais rien. Il y a des éléments qui vont dans les deux sens. Vous avez quand même dit qu'ils avaient rétabli leur force de dissuasion. Oui. De ce point de vue-là. De ce point de vue-là, c'est clair qu'ils sortent renforcés en termes de posture. Mais ensuite, dans tout le reste, en termes d'image, en termes d'attractivité, en termes d'investissement, en termes économiques, moi, j'attends pour voir. Je n'en sais rien. Comme je n'en sais rien, je mets un point d'interrogation. Que cherche l'Iran? Les dirigeants iraniens. Donc tout ça, ça synthétise un peu ce que je vous ai dit, notamment en première partie. 1. Bien entendu, assurer la survie du régime. Et si c'est tellement explosif aujourd'hui entre l'Iran et Israël, c'est pas pour des questions idéologiques, hein, c'est pour des questions de perception, de sauver la face et de rétablir pour les Iraniens une posture dissuasive à minima face à Israël. Sinon, ils ont perdu tous leurs gains dans la région. Donc ils seront prêts à aller très loin, y compris même à des sacrifices, pour restaurer cette posture. Même si derrière, ils se prennent des gifles. Pour eux, l'essentiel, c'est, je veux dire, je connais, enfin, de par mon métier, évidemment, j'ai un peu étudié toutes les religions, y compris le chiisme. Le culte de la martyrologie dans le chiisme, c'est pas neutre. Enfin, c'est-à-dire que c'est ceux qui vont aller au martyr pour ça, le font pour entre guillemets, le bien de leur communauté et de leur pays. Enfin, c'est pas un pays puisque c'est une religion, mais en tout cas pour le bien de l'Iran. Il faut pas oublier non plus, oui. Non, simplement pour la survie des Iraniens. Il y a le souhait, disons, de leadership des musulmans, mais c'est également un problème de survie par rapport au régime intérieur. Oui, non, mais bien sûr, quand je disais quand je disais la survie, monsieur, je parlais bien entendu de la survie intérieure. Oui, non, je parlais pas de la survie extérieure. Non, je parlais que de la survie intérieure, bien entendu. 2, relancer l'économie. Et là, la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils ont État complètement membre de l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est un énorme package, et des BRICS Plus maintenant. Donc ça veut dire qu'ils sont dans une logique de dédollarisation des échanges, de création de leur propre monnaie électronique, échangée entre le groupe. Et en fait, ils intègrent le grand bloc continental. Grand bloc continental qui représente à la fois la Chine, l'Asie centrale, la Russie, l'Inde, le Pakistan, maintenant l'Iran. Et donc, c'est pour eux un atout décisif. Mais le point 2 bis, c'est bien entendu dans ce côté financier ou investissement, c'est attirer un maximum de capitaux chinois sans tomber sous l'influence de la Chine. Je peux vous garantir que, je pourrais vous raconter des tonnes d'anecdotes sur quand vous discutez avec les Iraniens et avec les experts iraniens, etc. Au passage, la seule anecdote que je dirais là, c'est un jour c'était en 2019-18, je faisais mon métier donc en Iran, à Téhéran, je discutais avec les Iraniens, donc mandatés par la France. Et donc, c'est tout à fait informel. Et quand vous en êtes, vous passez 5-6 jours à négocier et à discuter non-stop, et que vous avez en face de vous des gens, mais extrêmement retaillés, rien à voir avec les discussions qui se passent ici. Là, c'est autre chose. Et je me disais, mais est-ce que je suis à Téhéran ou est-ce que je suis à Jérusalem? Parce qu'en fait, j'ai exactement les mêmes en face de moi. Les mêmes. Voilà, c'est juste une anecdote pour vous dire que tout n'est pas si simple et que quoi qu'on en dise, vous avez des joueurs, entre guillemets, qui connaissent parfaitement les règles du jeu et qui connaissent intimement le système. Donc, les Iraniens disaient, si on a tout subi et tout fait et tout infligé pendant 40 ans pour sortir de la domination américaine et britannique, c'est pas pour retomber, et pour éviter de tomber sous la domination soviétique et russe, c'est pas pour retomber demain sous la domination chinoise. Donc, ce qu'il faut bien intégrer dans toutes vos analyses ou vos discussions, c'est que les 2 pierres de voûte aujourd'hui, et c'est pas là pour le coup, c'est pas du régime, hein, c'est de la société iranienne en tant que telle, c'est l'indépendance et la souveraineté. Et ça, c'est non négociable.
qu'aujourd'hui, les Iraniens sont de plus en plus nationalistes et de moins en moins idéologues. Donc, le côté nationaliste, hyper-nationaliste l'emporte sur le côté idéologue et religieux. 3, s'entendre avec les voisins, c'est ce qu'ils sont en passe de faire, puisque maintenant, ils ont des relations, on va dire, correctes avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Le Qatar, ils s'entendent comme la roue en foire. Oman, c'est pareil. Avec le Pakistan, ils ont à peu près résolu les problèmes du Baloutchistan, ou en tout cas, ils ont trouvé un modus vivendi. Restent les relations extrêmement tendues avec l'Afghanistan. Il y avait des relations extrêmement tendues avec l'Azerbaïdjan, mais qui s'apaisent, semblent gérables. L'Arménie, grand copain. La Géorgie, grand copain. L'Irak, sous contrôle. La Syrie, sous contrôle, mais avec des plus. La Turquie aussi. La Turquie, membre du groupe à la fois d'Astana, et quand les Turcs seront dans les BRICS+, alors là, grosse entente. Et restent les Kurdes, et notamment les Kurdes d'Irak, où là, problème aussi. Mais donc, c'est aussi ce qui explique, si vous voulez, que la posture iranienne, c'est, de leur point de vue, c'est rétablir un minimum de dissuasion pour ne pas passer, si vous voulez, pour des peintres dans leur environnement directement régional. Et puis diminuer la présence américaine dans la région. Et là, de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle pour eux parce que quel que soit le vainqueur de l'élection de demain aux États-Unis, que ce soit les démocrates ou les républicains, ils sont tous d'accord pour évacuer les soldats américains d'Irak et de Syrie le plus vite possible. Donc c'est pour ça aussi que le gouvernement et les dirigeants iraniens se disent « Soyons prudents ». Parce que finalement, dans cette liste, ils ont quand même coché pas mal de cases. Donc, il faudrait pas tout sacrifier, tout gâcher pour rien. Ça, c'est ce qui peut les amener à une certaine prudence. Le dilemme de la dissuasion iranienne aujourd'hui, il est très simplement représenté par cette photo. C'est-à-dire que traditionnellement, la dissuasion conventionnelle asymétrique, conventionnelle, c'est-à-dire avec des moyens conventionnels, disons non biologiques et non nucléaires, donc par des moyens conventionnels, était fondée sur les proxys, donc les milices alliées, l'arsenal balistique et les drones de haute technologie, et surtout les missiles balistiques, et les promesses de livraison de matériel militaire classique très récent et dernier niveau. Ça, c'est reporté au calendrier grec parce que les Russes disent aux Iraniens, vous comprenez, oui, c'est vrai, on devait vous les livrer, mais on a une guerre en Ukraine, donc on en a besoin, donc vous attendrez, quoi. Les proxys, c'est ce que je vous ai dit, sont considérablement affaiblis militairement, donc ne représentent plus une menace crédible sur le long terme, sur le moyen terme pour Israël. Et les missiles balistiques, les échanges de ping-pong récents ont montré que, en fait, le bouclier antimissile israélien était quand même bien solide. Même s'il y a, rappelez-vous, ce côté, celui qui en a le plus longtemps, il y a cet aspect quantitatif qui joue. Donc, si ça s'est démonétisé, qu'est-ce qui reste pour les Iraniens? Une négociation directe avec les États-Unis, parce que depuis de longues années, les uns et les autres appellent le grand bargain, donc le grand marchandage sur l'Iran et les États-Unis. Mais ça, évidemment, c'est complètement soumis à ce qui va se passer demain et après-demain, ou dans les semaines ou les mois qui viennent, parce que si l'élection est non conclusive aux États-Unis, et que les États-Unis partent dans un système en vrille de pas d'élection, pas de résultat, ou en tout cas résultats contestés, début de guerre civile, enfin tout est possible. Évidemment, tous les adversaires des États-Unis diront bonne période pour agir. Mais ça veut dire que si ça, c'est là aussi entre guillemets démonétisé, qu'est-ce qui reste? Il reste la dernière option, c'est celle qui revient le plus sur la table, c'est-à-dire le sortir du TNP, du traité de non-prolifération nucléaire. Comme de toute façon, du point de vue de la communauté internationale, l'accord, ce qu'on appelle le JCPOA, c'est-à-dire le Joint Comprehensive Plan of Action, donc l'accord nucléaire de 2015, est mort.
enfin en tout cas démonétisé et délégitimé. Les Iraniens sortent du traité de non-prolifération nucléaire, fabriquent quelques bombes et jouent l'option indienne, pakistanaise, nord-coréenne. Ils disent bon ben maintenant on vous le dit, on a la bombe et puis maintenant on discute. Voilà, ma compréhension, voilà en fait les options qui s'ouvrent. Et quand vous regardez toutes les discussions parce que je vous ai parlé du fait que en Israël, le gouvernement de sécurité et disons l'établissement sécuritaire est très divisé, je peux vous assurer qu'il est également extrêmement et très divisé en Iran. Il y a des négociations et des discussions très virulentes sur quelle doit être la stratégie, est-ce qu'il faut sortir du bois maintenant ou plus tard, est-ce qu'il faut faire la bombe maintenant ou plus tard. Et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si le régime fait un dernier gros show, entre guillemets, bien entendu, vous comprenez le sens de mon propos, une manifestation de force face à Israël pour ne pas perdre la face, en retour s'en prend plein les dents, sur le plan militaire. Les dirigeants iraniens ont le prétexte qu'ils voulaient pour dire bon, bah, puisque c'est comme ça, on sort tout de suite du TNP et on fait tout de suite la bombe. Et certains experts, moi je n'ai pas d'informations, mais quand vous regardez bien et vous cherchez bien, il y a eu une explosion, il y a eu une secousse sismique il y a 3 semaines. Si je vous montre la carte iranienne, je vais passer sur les autres. Non. Je reviens sur la carte de l'Iran, voilà. Quelque part par là. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé, mais vous avez des experts iraniens qui disent on espère que vous avez quand même bien regardé et bien noté la secousse sismique. Voilà. Donc ça, c'est typiquement la méthode nord-coréenne. Ils sont très proches des Nord-Coréens. Pas du tout culturellement ou idéologiquement, mais simplement en termes de dialogue et de discussion, parce qu'en fait, ils ont un peu les mêmes problèmes de leur point de vue. Et c'est ce qu'ont fait les Nord-Coréens. C'est-à-dire qu'ils ont fait des petites secousses, puis des secousses un peu plus fortes, jusqu'à des quasi-essais, et ainsi de suite. Donc là, ça pouvait être un message pour dire aux Américains, c'est-à-dire aux Américains, aux Russes, aux Chinois, à tout le monde, à tous ceux qui ont les moyens de le noter, si vous continuez comme ça, nous, on va continuer comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Je passe, comme le temps passe. Finalement, quand vous dites bien ce que vous avez dit, la seule alternative pour les Israéliens, soyons clairs, c'est que l'Iran n'est pas la bombe. Je dis pas ça. Moi, je le dis. Vous le dites, bien sûr. Oui, je comprends. On ne peut pas l'avoir. Donc, est-ce que c'est pas une prémisse tout cela, parce que cette analyse de la Commission, est-ce que Israël n'a pas fait tout ce qu'il faut vis-à-vis de l'Iran, donner des prétextes pour arriver à la phase ultime, va être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, une attaque préventive pour détruire ces installations? Oui, sauf que l'armée israélienne n'a pas les moyens de le faire seule. Il n'a pas les moyens de le faire sans l'appui militaire direct des États-Unis. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je peux vous garantir que oui, que c'est le cas. C'est-à-dire que sans l'appui et la participation des États-Unis, ou plus que la participation, ils ont un appui logistique et extrêmement fort qui va très loin. Israël ne peut pas le faire. Enfin, elle peut détruire certains sites, mais elle ne peut pas supprimer le programme nucléaire iranien. Pas sans les Américains. Le problème, c'est que les États-Unis, vous avez tous bien compris que ni Donald Trump ni Kamala Harris ne souhaitent se réimpliquer dans une guerre au Moyen-Orient et a fortiori pas contre l'Iran, ni les uns ni les autres. Donc quel qu'il soit, aucun gouvernement américain, même Donald Trump, à mon avis, mais je me trompe peut-être, mais je vous dis ce que je pense, je connais quand même bien les États-Unis, en tout cas la politique étrangère américaine, ne se lancera là-dedans. Donc les Israéliens le savent très bien. Donc de ce côté-là, chacun est un peu coincé.
Après, c'est une question non plus théologique, mais sur la valeur dissuasive ou pas de l'arme nucléaire. Mais c'est un autre dossier, c'est une autre conférence. Donc, si vous voulez, je voulais juste terminer par... Je voulais vous parler de tous les pays de la région, mais je pense que on pourra y revenir sur les questions-réponses si vous voulez. Je voulais conclure par cette carte-là, parce qu'elle implique aussi, elle intéresse, non seulement elle intéresse, mais elle engage et elle implique Israël. C'est que aujourd'hui, toutes les rivalités du Moyen-Orient se retrouvent dans le bassin méditerranéen. C'est-à-dire que l'époque où, pour faire simple, vous aviez une zone française, une zone italienne, une zone britannique, une zone américaine, forget it, c'est totalement fini depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est là aussi du multi-alignement, et vous avez de tout le monde partout. Et notamment les Turcs qui ont une grosse tête de pont ici, les Russes qui sont à peu près partout, sauf là, mais qui sont sur cette bande-là, pas au Tchad, pas encore. Les États-Unis qui essayent de sauver quelques positions, les Émirats, les Qatariens, les Saoudiens qui jouent à fond. Donc en fait, le grand jeu du Moyen-Orient, en fait, il est non seulement aux portes d'Israël côté est, mais maintenant complètement côté ouest, côté méditerranéen. Voilà, j'en finis là pour qu'on ait le maximum de temps pour les questions. Ça, c'était les deux ouvrages. Donc en fait, j'ai publié une grosse dizaine d'ouvrages, mais disons que ça, c'est les deux plus emblématiques que Harry a eu la gentillesse de rappeler. Donc c'est celui sur Tzahal et celui sur la guerre Iran-Irak. Et puis je laisse la présentation, parce que comme ça on peut revenir à ce que vous voulez, aux cartes, à certains pays de la zone. Et maintenant la parole est à vous. Merci Pierre. Question? Je m'appuie, je vais faire un petit peu long. C'était parfait. On va prendre 3 questions et ensuite vous pourrez répondre à ces 3 questions et on en reprendra ensuite 3 autres. Quelqu'un souhaite poser une question? Du coup, je m'assois, si vous permettez. Bonsoir et merci. Je voudrais savoir qui sont les alliés d'Israël. Les États-Unis. Et certains Européens. Vous allez répondre ensuite à toutes les questions si vous voulez. On va poser une deuxième. Deuxième question. Alors, deuxième question, jusqu'à quand? Deuxième question, jusqu'à quand? Troisième question. Et en quoi les élections américaines risquent ou ne risquent pas de changer la position des États-Unis vis-à-vis d'Israël? Bien sûr. Jusqu'à quand? Là encore, je suis pas dans la tête des dirigeants israéliens, et de ce que je connais quand même certains d'entre eux, et en tout cas un certain nombre d'élites israéliennes, de même que je connais les élites palestiniennes, iraniennes, jordaniennes, turques, égyptiennes, j'en passe des meilleurs. Disons la société, enfin les élites israéliennes ont compris que le soutien indéfectible, pour faire simple, des intellectuels américains était bipartisan, c'est terminé. Et que ce qu'ils ont vu dans les universités avec le phénomène du wokisme sur la côte Est, alors que franchement les universités de l'Ivy League, c'était par définition ce qui était le plus proche historiquement d'Israël, le fait que ces universités-là tournent le dos en partie à Israël a été pour eux, je pense, un choc. Et ils l'ont compris et intégré. Donc en effet, c'est une excellente question. La question jusqu'à quand? Je pense que, enfin, je suis pas dans leur tête, mais ils se disent que c'est sans doute une des dernières fois. Ce qui m'amène à votre question, madame, sur qu'est-ce qui se passe si c'est Kamala Harris ou si c'est Donald Trump. On en discutait tout à l'heure avant la conférence avec Harry. En fait, c'est pas aussi simple que ce que on peut penser, parce que d'un côté, Donald Trump, on pourrait dire, c'est sûr, Netanyahou, lui, il vote dès demain,
il vote il vote Donald Trump, alors, sans hésiter. Il fait même du bourrage d'urne s'il peut. Parce qu'il se dit, Trump me lâche les baskets, me laisse faire ce que je veux. D'ailleurs, il le dit clairement, Trump. Et donc, du coup, j'aurai plus de problème. Ce que les sécuritaires israéliens disent ensuite aux gouvernants israéliens et à la population israélienne, c'est oui, c'est vrai, globalement, si vous voulez, on pourra faire à peu près ce qu'on veut. Les Israéliens pourront faire, enfin, le gouvernement israélien pourra faire à peu près ce qu'il veut, mais il sera tout seul. C'est-à-dire que Trump, c'est un transactionnel. Donc, il dira, si vous voulez mes F-35, si vous voulez mes bombes anti-bunkers qui vont à moins 100 mètres, etc., c'est même plus qu'il faut payer, c'est qu'est-ce que vous me donnez en échange. Ce qui n'est pas du tout la logique de Kamala Harris. Kamala Harris, évidemment, de prime abord, est moins favorable à la cause israélienne et plus sensible à la cause peut-être pas que palestinienne, mais globalement à tout ce qui est un peu wokisme, etc. Mais n'oubliez pas que Kamala Harris a quand même son mari qui joue un rôle éminent dans la communauté juive américaine, ça compte, et que le Parti démocrate, malgré tout, est quand même très lié à Israël et qu'on voit mal et que globalement les diplomates et les politiques israéliens disent finalement avec Kamala Harris et les démocrates au pouvoir, on saura les manipuler et on saura faire avec. Alors qu'avec Donald Trump, c'est loin d'être aussi évident. C'est ma réponse. D'autres questions? Je peux parler des accords d'Abraham. Oui. Dans ses amis. Attends, Michel, une seconde. Excusez-moi. Vous n'avez pas du tout parlé des accords d'Abraham et dans ses amis proches de l'Iran maintenant, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, dont vous avez parlé, qui sont très proches. Alors l'Arabie Saoudite n'est pas du tout amie de l'Iran. Mais vous avez dit tout à l'heure. J'ai dit qu'ils se sont rapprochés et qu'ils sont en business. Mais et l'Arabie Saoudite et la Jordanie a dit officiellement qu'ils avaient lutté contre la première attaque de l'Iran sur Israël et qu'ils avaient joué un rôle dedans. Ils n'ont pas dit qu'ils ont lutté, ils ont dit, pour la Jordanie, oui, et pour l'Arabie Saoudite, ils ont dit qu'ils avaient prévenu. C'est-à-dire qu'ils avaient, pour faire simple, ils ont ouvert leur espace aérien à la chasse américaine et aux appareils américains. Ce qui est pas totalement la même chose. Mais quand vous regardez la manière dont les Saoudiens là se comportent, ils prennent le soin le plus extrême à ne pas fâcher les Iraniens. Et si, là aussi, si les raids israéliens donc du 26 octobre, la communication qui a été faite autour insiste bien sur le fait que aucun territoire des monarchies du Golfe n'a été survolé. Je pense que c'est en effet le cas, ils n'ont pas été survolés. Et à la limite, ils n'en avaient pas besoin. C'était bien fait pour justement ménager, côté israélien cette fois-ci, ménager les Saoudiens. Parce que les Saoudiens avaient clairement dit aux Américains que si les Israéliens utilisaient leur espace aérien et les impliquaient d'une manière ou d'une autre dans les frappes sur l'Iran, ils pouvaient dire complètement au revoir à une normalisation avec Israël. Et je pense que le message est passé fort et net, clair et net, à Jérusalem et à Tel Aviv. Autre question? Autre question? Oui, monsieur Razou, on va faire un petit jeu. Je vais vous poser une question. Comment vous voyez la région dans 25 ans? Alors, si je pouvais répondre, je serais riche. Pierre, vous avez créé des wargames en plus. Oui, bien sûr. Donc, vous savez de quoi on parle. Oui, mais 25 ans, c'est quand même beaucoup trop. Je peux essayer d'imaginer à d'ici 5 ans. 25 ans, je peux pas. Franchement, c'est celui qui vous dit dans 25 ans le Moyen-Orient c'est ça, c'est un menteur. Allez, 7 ans. Dans 4 ans, Alors déjà, je vous dirais, ça dépend de. Je vous donne les paramètres. Ça dépend de si c'est Trump ou si c'est Kamala Harris. Et bien entendu, si l'un ou l'autre fait la totalité de son mandat, il n'y a pas un petit accident. Je rappelle que le meurtre politique existe aux États-Unis et c'est aussi une tradition américaine. Ceci dit, il y a des vice-présidents des deux côtés. Donc ça dépend de qui est élu président.
Ça dépend fondamentalement de combien d'années il reste à vivre au guide suprême Ali Khamenei en Iran. Parce que c'est un élément cliqué complètement déclencheur. Ça dépend de combien d'années ou de temps ou de mois, enfin combien de temps Netanyahou restera au pouvoir en Israël. La Turquie, peu importe. Erdogan reste ou pas, la Turquie reste sur son agenda nationaliste, islamo-nationaliste, pragmatique, on fait du business, on investit partout, donc ça change rien. La Turquie est plutôt bien partie. Enfin, bien partie, je veux dire, elle est plutôt dans un schéma favorable. Ça dépendra de si, en Arabie Saoudite, si le prince héritier, Mohammed Ben Salman, reste vivant lui aussi, parce qu'il est tout jeune. Et il y a quand même plein de gens qui, y compris en interne, ne sont pas du tout contents de son mode de gouvernance. Donc en fait, ça dépend. La réponse, c'est que ça dépend beaucoup en fait de l'avenir de certains dirigeants et de la manière, parce que quand vous regardez, c'est une très bonne question, hein, bien sûr. Quand vous regardez les fondamentaux, et c'est la réponse dans 5 ans, 7 ans, même 10 ans. Au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'on voit? On voit des problèmes environnementaux gigantesques. Pour avoir été récemment au Koweït, aux Émirats, dans des pays qui sont extrêmement touchés par par la désertification, je peux vous dire que c'est majeur. C'est majeur en Iran aussi. C'est aussi pour ça que c'est un vrai souci. Donc on va dire les sociétés, les peuples aspirent fondamentalement au développement économique, à la paix ou à la stabilité, au développement économique pour pouvoir traiter les problèmes immédiats que sont trouver un job, un toit, une condition de vie décente, et trouver les solutions d'un côté de l'après-pétrole, ou de l'après-hydrocarbures, et de comment gérer le moins mal possible la transition énergétique et surtout la désertification et le réchauffement climatique qui les affectent de plein fouet. Vous avez ceux qui ont plein d'argent, tels les Koweïtiens, les Qatariens, les Bahreïniens et d'autres qui se disent non mais de toute façon on a le plan B, le plan C. Le plan B c'est Londres, le plan C c'est Genève ou les États-Unis. Et quand ça sera invivable, on déménage et puis on laisse le pays et on va là-bas. C'est des gens qui vous le disent comme ça. Et enfin c'est les élites qui vous le disent comme ça. Ah évidemment les pauvres, tant pis pour eux, ils resteront là et puis ils regarderont le soleil frapper. Donc les peuples aspirent à ça. Aujourd'hui, je parle même plus de la gouvernance. Personne n'attend plus rien de la démocratie dans la région. Par contre, les gens attendent ce que je viens de vous dire. Et si c'est un régime autocratique qui le leur fournit, ils votent pour le régime autocratique, il n'y a pas de problème. Par contre, un facteur clé, c'est la démographie et la citoyenneté. Quand vous regardez des pays comme les Émirats Arabes Unis, le 1960 et disons le cœur de la guerre froide, ou dans un conflit qui implique Israël, là en l'occurrence avec le Hezbollah et l'Iran, tous les États de la région, enfin tous les autres États de la région n'ont aucun intérêt à rajouter de l'huile sur le feu. Même à l'époque de Daesh, même sur les différentes guerres civiles irakiennes, syriennes, tout le monde a joué, tout le monde a manipulé tout le monde. Là non. Là non, parce que tous les peuples de la région n'attendent qu'une chose, c'est que ça stabilise. Notamment parce que à l'autre bout de la planète, les Chinois leur disent soyez raisonnables, stabilisez votre région. Nous, on a plein d'axes qui vont passer, commerciaux, et tout le monde va en être bénéficiaire. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la stabilité. Donc en fait, la réponse à la question que vous m'avez posée, c'est que alors même que les tendances lourdes vont plutôt pour un apaisement et une rationalisation du jeu, de la donne, tout va dépendre en fait des leaders et de qui va rester, qui va prendre le pouvoir, typiquement en Iran. Qu'est-ce qui va se passer le jour où le guide suprême disparaît? Ça peut arriver demain. Et dans tous les pays dont je viens de parler. Moi, j'ai une autre question. Après, je vous laisse la parole. J'aimerais bien que vous abordiez, Pierre, le sujet des deux États.
une solution à deux États. Actuellement, corrigez-moi si je me trompe, mais la société israélienne a un peu changé d'avis, en tout cas pour une grande partie, et personne ne croit à la solution à deux États. Ça voudrait dire quoi? On les met où, les Palestiniens? Bah là, ça dépend quel est votre bord politique et où vous vous placez dans l'hémicycle de la Knesset, parce que chacun, je pense, a une réponse différente. Moi, je vais vous donner une autre anecdote. Le dossier israélo-palestinien, donc je le suis pareil depuis 35 ans, donc j'en ai vu les heurts, les malheurs, enfin tous les épiphénomènes, ou les phénomènes, ou les grandes phases, et puis les effondrements. Il se trouve que dans les contacts que j'ai en Israël, il y a un centre de recherche qui s'appelle ECF, Economic Cooperation Foundation, qui est extrêmement actif dans ce qu'on appelle le track-2. Le track-2, c'est les négociations parallèles, discrètes, entre tout le monde, entre les différentes parties. Et donc, cet organisme a été extrêmement impliqué dans les accords d'Oslo, mais surtout ensuite dans les accords, bien après Oslo, dans les négociations qui, justement, en pleine deuxième intifada, entre un Sharon qui se demandait où est-ce que tout ça allait et un Arafat qui se demandait où tout ça allait, ont mandaté à Genève donc des équipes de négociateurs qui se sont enfermés dans un hôtel et qui pendant des mois ont négocié. Et le pire, c'est, enfin le pire non, le plus fort, c'est qu'ils sont arrivés à un résultat sur tous les sujets. On appelle les accords de Genève. Et ben, ces accords, ils prévoient tout, mais ça implique des concessions extrêmement fortes de part et d'autre. Donc quand les négociateurs sont revenus à Ramallah et à Jérusalem, et que le président de l'autorité palestinienne de l'époque et le premier ministre israélien de l'époque ont vu ça, ils ont sans doute dit au coffre, à triple tour, et on n'en parle plus. Donc c'est une anecdote pour vous dire que tout est toujours possible avec des gens de bonne volonté, mais que l'histoire étant ce qu'elle est, ça va être compliqué. Et ma compréhension, c'est que, alors là je reprends ma casquette d'historien, c'est que quand vous regardez dans le passé, à chaque fois quand il y a eu des grandes avancées comme ça, il fallait une conjonction astrale extrêmement improbable et favorable, avec de chaque côté, que ce chaque côté soit entre Israël et les Palestiniens, entre Israël et les Libanais, voire demain entre Israël et les Iraniens, des leaders visionnaires, courageux, légitimes, prêts à se sacrifier. Il n'y a pas ça pour le moment. Ni d'un côté ni de l'autre, c'est ma réponse. Oui, bonsoir. Malgré la sévérité du régime des mollahs, est-ce qu'il existe en Iran une opposition structurée? Non, pas structurée. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais ça vaut la peine de parler un petit peu de Massoud Pezeshkian, le nouveau président, qui est réellement, on va dire, un modéré et un réformateur. Simplement, il a compris que pour survivre, y compris peut-être physiquement, il fallait pas prendre en choc frontal le régime et surtout pas le guide suprême. Donc en fait, et puis l'avantage qu'il a, c'est que donc en fait quelque part le régime l'a fait élire parce que le régime a compris que Ibrahim Raïssi, donc le précédent président, menait l'Iran droit dans le mur. Donc la seule chance de survie interne, bien entendu, par rapport à votre question du régime iranien sur le plan intérieur, c'était faire émerger une figure entre guillemets réformatrice qui puisse calmer la population et donner des garanties ou plutôt des gages aux Occidentaux et à la communauté internationale. Alors après, Pezeshkian, moi je trouve qu'il est plutôt très malin. Et il se trouve qu'il s'entend très bien avec les gardiens de la Révolution. Pourquoi? Parce que il est médecin chirurgien de formation, de métier. Et pendant la guerre Iran-Irak, je reviens toujours à la guerre Iran-Irak, et ben en fait, il était sur le front comme médecin militaire et comme chirurgien de première urgence pour traiter les blessés, ceux qui étaient estropiés, éventrés, tout ce que vous voulez. Donc il en a vu des vertes et des pas mûres et des très durs. Et pendant la guerre Iran-Irak, il a fait la connaissance de Mohamed Bakr Khalibaf, qui était le divisionnaire, qui était le Bonaparte iranien, alors qu'ils étaient complètement d'origine radicalement différente à tout point de vue.
Comme en France, pendant la Première Guerre mondiale, avec les poilus, vous aviez toutes les classes de la société, de toutes les régions de France qui se côtoyaient, qui se retrouvaient dans la même tranchée, etc. Et ça crée des solidarités qui perdurent. Cette solidarité, elle perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que Massoud Pezeshkian, c'est mon analyse, a noué une alliance tacite avec Kalibaf, qui est le président du Parlement, donc l'ancien Bonaparte iranien, chef des Pazaran, chef de la police iranienne, maire de Téhéran, candidat malheureux à 3 élections présidentielles iraniennes, la dernière, donc celle qui s'est passée en juin. Et ils se sont entendus pour nouer une alliance quantitativement imbattable face aux ultra-conservateurs. Parce que quelqu'un comme Kalibaf, c'est très bien, donc on va qualifier, on va dire, de conservateur modéré. De toute façon, dans la scène iranienne, tout le monde est conservateur, hein, faut pas se leurrer. Si vous traitez, si vous analysez la classe politique sous des yeux d'occidentaux, vous dites, mais il y a que des conservateurs et des ultra conservateurs. Voilà, mais ça c'est juste pour réagir là-dessus. Donc cette alliance de Pezeshkian et de Kalibaf, c'est-à-dire en fait des réformistes qui n'ont pas déserté le camp réformiste, parce qu'il y en a qui pensent que c'est un piège, et des conservateurs modérés à une large majorité. Le guide suprême le voit très bien et donc ne fait avec. Et Pezeshkian a l'intelligence de jamais prendre de front le guide suprême, mais au contraire de lui donner des gages, tout en poussant son propre agenda vis-à-vis de la population. Donc plutôt que de prendre de front comme faisait Rouhani ou comme a pu faire Khatami ou Khatami à l'époque, avant, c'est-à-dire 2 présidents réformateurs, mais qui étaient dans une autre posture politique, par exemple par rapport aux femmes, par rapport aux libertés individuelles, par rapport à un certain nombre de choses, Pezeshkian va dire non, mais on va pas supprimer les lois, on va pas faire une loi qui d'un coup révolutionne tout. Simplement, on va pas appliquer la loi et on n'applique pas les sanctions. Quand vous regardez, donc vous avez des femmes qui se promènent sans voile dans Téhéran, il y en a de plus dans les grandes villes iraniennes, alors pas dans les campagnes, hein, mais dans les grandes villes, il y en a de plus en plus. Hein, il suffit de regarder les réseaux sociaux et de voir ce qui se passe. Quand vous voyez qu'il y a 3 jours, une jeune étudiante s'est dénudée en pleine université islamique, et je connais l'université à Téhéran, et que globalement, elle a été arrêtée par la police, mais pas brutalement. On ne sait pas où elle est. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été Soura ici, elle finissait très mal et très rapidement. Donc là, on verra. Moi, j'ai lu la presse ce matin, notamment iranienne, qui disait que ils essayent de la faire passer pour, disons, déséquilibrée, etc. Oui, mais là, je prends pas parti. Je veux pas vous choquer ou quoi. Mais c'est un moyen, si vous voulez, quand vous connaissez les codes locaux, c'est un moyen de dire, on veut pas la condamner, ou du moins on veut lui donner une porte de sortie. Et voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, les femmes dans les stades, il y a plein de choses. Je pourrais vous montrer des photos. J'ai pris des photos quand j'étais à Téhéran, à Ispahan, mais etc. Où vous voyez, des photos qui vous étonneraient vraiment sur la société, la société, les jeunes locaux. Vous vous dites, c'est vraiment ça l'Iran, ça, c'est surprenant quand même. Hein. Comme les graines du fusil sauvage. Oui, mais je l'ai vu, les graines entre 15 et 35 ans, qui eux sont ceux que vous voyez dans la rue, sur les réseaux sociaux, etc. Eux, ils sont 55%. Donc de toute façon, le sens, entre guillemets, le vent va pour eux. C'est biologique, c'est historique. Donc c'est une question de temps. Donc la génération, entre guillemets, du feu et du front, c'est typiquement le général Soleimani, les généraux qui ont été éliminés récemment, etc., ou ceux qui survivent, hein, ceux qui restent. Eux, ils savent ça, ils comprennent ça. Donc en fait, ils attendent probablement le bon moment pour, d'une manière ou d'une autre, capter le pouvoir
et donner une tournure beaucoup plus nationaliste au régime et beaucoup moins idéologique. Voilà comment je vois l'évolution. Et quand vous discutez donc avec les Iraniens, ils vous disent quoi? Ils vous disent fondamentalement, nous, ce qu'on veut, c'est d'abord, on est tous des bons patriotes et des bons nationalistes, ne pas, y compris les plus jeunes et y compris les jeunes qui se filment en train d'enlever le turban, etc. C'est une donnée. Et fondamentalement, ils vous disent, nous, ce qu'on veut, c'est beaucoup plus de liberté dans l'espace privé. C'est-à-dire, globalement, faire ce qu'on veut chez nous. On veut faire des grosses fêtes, on fait des grosses fêtes, on veut avoir la vie sexuelle que l'on veut, sans problème, on veut faire ce qu'on veut. Voilà, on veut plus risquer l'intrusion de la police religieuse, des gardiens de la Révolution qui vont tout taper, mettre en prison, etc. Si vous avez un pouvoir qui leur dit, vous savez quoi, en fait, maintenant, chez vous, vous faites ce que vous voulez. Dans la rue, les femmes veulent se promener sans voile. Si leur mari, leur famille est d'accord, c'est leur problème, pas de problème, etc. Mais par contre, fidélité au régime, fidélité à la patrie, je peux vous garantir que vous avez 80% d'Iraniens qui achètent contents. Une dernière question. Désolée de revenir sur l'Iran, mais vous dites que la fin du régime viendra avec la mort accidentelle ou non du guide suprême. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 5% de la population. Elle peut pas être. Il y a un héritier. Non, il n'y a pas d'héritier. Un successeur. Non, non. Non, c'est trop. Non. Dans tout système autocratique, théocratique, si c'est pas une monarchie, évidemment, parce que dans ce cas-là, quand c'est une monarchie, c'est par définition au sein de la famille, vous ne désignez jamais de successeur, sinon vous êtes fini. C'est juste un incontournable de la vie politique mondiale. Donc, tous les autocrates peuvent dire, voilà, j'ai 2-3 personnes qui pourraient me succéder, mais dans ce cas-là, vous les mettez soigneusement en compétition les unes entre les autres. Et le système étant ce qu'il est, je sais qu'il y a un certain nombre notamment, là encore, chez les Israéliens, chez les Américains, etc., voire chez certains Iraniens qui disent, et notamment dans les ultra-conservateurs, qui disent que ça devrait être Mojtada, c'est-à-dire l'un des fils du guide suprême, Ali Khamenei, qui lui succède. Et c'est sûr qu'il y a des petits pans des élites sécuritaires iraniennes qui aimeraient bien que ce soit le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est copier-coller, on continue comme avant et puis rien ne change. Mais connaissant de ce que je connais les Iraniens, là encore je me trompe peut-être, mais quand même je les pratique depuis longtemps, le côté le pouvoir qui passe de père en fils, ça c'était à l'époque du Shah. C'est plus maintenant. Donc aujourd'hui, le côté népotisme, on privilégie la famille, etc., c'est pas du tout ancré dans ce que souhaitent les Iraniens, alors là pour le coup de tout bord. Donc non, il n'y a pas de successeur. Si Khamenei disparaît, et à mon avis personne n'osera attenter à sa vie, je parle en interne, en Iran, parce qu'il est quasi sacré. C'est pour les catholiques, c'est le pape. Donc on ne touche pas à la personne sacrée. Après, de l'extérieur, c'est une autre question. Donc le jour où il disparaît, donc il y a des règles constitutionnelles pas très éprouvées, puisque ça s'est passé finalement qu'une fois, c'est à la mort de Khomeini. Mais disons, il y a des règles très claires qui disent ce qui se passe, et donc il y a un consensus au sein du conseil de discernement qui va dire, voilà, c'est un tel ou un tel. D'abord, qui se porte candidat, et puis ensuite, c'est plutôt un tel ou plutôt un tel. Et ensuite, il est désigné à vie. Il y a ceux qui disent, de toute façon, aucune figure ne peut succéder, ne peut avoir l'aura ou la légitimité et le pouvoir de Khamenei. Donc, de toute façon, le suivant aura beaucoup moins de pouvoir. Vous avez ceux qui disent qu'il faut que ce soit un conseil, en fait, de guidance, c'est-à-dire non pas un, mais 3 guides, qui soient un peu comme une sorte de triumvirat. Là aussi, c'est un grand classique dans l'histoire. Chez nous, en France, on a eu ça aussi. Voilà, la période révolutionnaire. Ouais. Mais en fait, c'est le flou. Et ce qui est sûr, c'est que les factions qui veulent conserver leur avantage ou qui veulent prendre davantage de pouvoir, et en ce moment sont un peu dans les starting blocks,
et se préparent à cet événement pour pouvoir agir le plus vite possible. Je voulais poser une question par rapport à la religion, par rapport à l'islam, qui, en tous les cas, dans les attaques du 7 octobre, est un moteur clé, en tous les cas annoncé du Hamas. Vous en parlez pas trop du fait religieux dans tous ces mouvements. Alors, on en parle dans l'Atlas. D'accord. Et donc il faut acheter l'Atlas. Bravo, très bonne réponse, merci. Non, pardon, c'était une boutade. Non, mais je réponds à votre question. De la chance. Et donc, en quoi le fait religieux est un moteur, en fait, aujourd'hui, des mouvements géopolitiques Bah oui, c'est un moteur, c'est sûr. Et est-ce que c'est un moteur majoritaire? Alors là, c'est même pas du tout dans la région, c'est partout. Globalement, les trois moteurs, et justement, ce que je disais tout à l'heure en présentant notre fondation, la FMES, notre travail de décryptage, etc. Dans les recompositions géopolitiques mondiales, il y a aussi clairement la volonté de revanche de ceux qui considèrent avoir été les grands perdants des 70 dernières années de l'histoire et qui veulent leur revanche. Ça, c'est évident. Mais fondamentalement, il y a le fait religieux, il y a le nationalisme et il y a le rapport de force. C'est-à-dire que, et vous pouvez regarder partout depuis l'Extrême-Orient jusqu'à l'Amérique latine, jusqu'aux États-Unis, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe, vous retrouvez ces trois facteurs. C'est-à-dire que l'évolution, elle va sur le fait religieux, le nationalisme et la reconnaissance ou l'acceptation du rapport de force. Et ça, c'est un point de vue personnel, c'est aussi un point de vue qu'on explique dans l'Atlas, etc. Ce qui explique aussi la faiblesse des Européens, je parle même pas de la France, c'est que fondamentalement, les Européens sont extrêmement mal à l'aise avec ces trois données. Le fait religieux, parce que en France, c'est laïcité, par principe. Et bon, c'est l'histoire du pays, quoi, quelque part de la France depuis au moins un siècle et demi. Donc, les Européens sont très mal à l'aise, la plupart d'entre eux en tout cas, avec le phénomène religieux, sont extrêmement mal à l'aise avec le sentiment nationaliste et national. Quand je parle national, c'est le nationalisme, parce que deux guerres mondiales, etc., etc. Et avec le rapport de force, parce que quand même l'Europe a été le continent des guerres et des rapports de force pendant quand même globalement de nombreux siècles. Donc en fait, les Européens ont un mal énorme à appréhender les recompositions justement du monde ou ailleurs justement, et typiquement également en Ukraine, bien entendu, en Asie, en Extrême-Orient. Ce qui compte, ce sont ces trois facteurs-là. Donc en fait, les Européens ou de nombreux Européens ne sont pas équipés du logiciel qui leur permet, ils le voient, mais ils refusent de l'accepter, ce qui est en train de se passer. Voilà. Merci infiniment, Pierre. Merci pour cette conférence très informative, riche en enseignements. Nous allons maintenant procéder à la dédicace des Atlas, si vous souhaitez vous rapprocher de Pierre. Je n'ai aucun droit dessus, parce que c'est un ouvrage collectif de la fondation dans laquelle j'appartiens. Donc, ne croyez pas que je vais ramasser des royalties, mais je pense que c'est vraiment un ouvrage intéressant. Voilà, on vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence. Toutes nos conférences sont visibles en différé sur notre chaîne YouTube, Axil-Levallois. Axil-Levallois. Alors, dites-moi pour qui? Steve. ST2E. ST2E. RS à la fin. Donc Steve avec un S à la fin. Ça marche. Alors, vous savez quoi? Je vais prendre... J'ai un... En fait, si vous avez un bic, c'est peut-être mieux pour éviter ça bave. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur. C'était avec plaisir. Maintenant, on va lire le livre. Voilà, c'est ça. Sans autographe. Je veux bien. Merci.